Chouette. Ah ouais. Ah, sympa. Oh là là, la musique. Ça va vite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous accueillir, évidemment, sur notre nouveau plateau, sur Figaro TV Île-de-France, sur Figaro Live et également le Figaro Radio avec notre invité du jour. Vous allez le reconnaître immédiatement, un homme qui a le goût des bonnes choses et des bons mots, cuisinier, journaliste gastronomique. Il vous a fait saliver partout. Il est passé de Canal+, à Télématin, sans oublier évidemment le village départ du Tour de France, ou encore Midi en France sur France 3. Et aujourd'hui, c'est sur Sud Radio et Public Sénat qu'il a posé ses casseroles pour évoquer la question essentielle que se posent électeurs et politiques. Manger est-il voter ? Bonjour Vincent Ferniaud. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Manger, c'est voter, c'est ça le nom exact de l'émission sur Public Sénat. Un nouveau numéro sera diffusé ce vendredi. Vous serez à Laon, dans l'Aisne. On vous verra boire évidemment du champagne, cuisiner la crème de maroilles. Moi, j'ai juste une question avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Comment vous faites pour garder cette ligne, Vincent, avec tout ce que vous mangez ? Racontez-moi votre secret. J'aimerais le savoir, franchement. Très honnêtement, avant de prendre cette émission en charge, à la suite de mon camarade Perico Légas, eh bien, je dirais que je faisais 8-10 kilos de moins. Donc, non, c'est terrible. Elle vous a fait prendre 10 kilos, cette émission ? Non, j'exagère un petit peu. Mais disons que c'est difficile à tenir. Mais j'ai une hygiène de vie un peu particulière qui fait que, et notamment en tournage, je ne dîne pas. Voilà, je ne mange pas le soir. D'accord, faites du jeûne intermittent un peu, c'est ça ce qu'on appelle le jeûne Oui, enfin moi je l'appelle simplement... pas de dîner, vous enlevez un repas. Voilà, j'enlève un repas, donc la moitié des calories de la journée. Cyril Lignac, vous avez confié que lui, pendant ses tournages, notamment de pâtissier, il mangeait beaucoup de carottes râpées pour compenser, que ça l'aidait notamment à éviter de... C'est pour ça qu'il est sympa. Vous avez un petit truc aussi, vous, à part ça, à part le dîner, il y a d'autres choses que vous mangez pour les régimes ou pas ? Non, parce que très honnêtement... moi, j'entends à chaque fois que je prends un repas me régaler, que ce soit très simple d'ailleurs. Et sur Instagram, je donne beaucoup de recettes, les gens me demandent énormément de conseils, mais très honnêtement, je veux juste me régaler. Alors, c'est pour ça que je préfère couper ma ration par deux dans la journée, mais ne me priver de rien. Et continuer de vous régaler. Dans la journée. Comme vous avez raison, Vincent. On va parler évidemment de tout ça et de cette émission qui vous a mis, je pense, l'eau à la bouche. Ce sera avec Vincent Ferniaud, juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Tagana, voilà, Dalton. On commence ces infos médias, Sarah, avec le coup de gueule de Vianney, c'était ce week-end. Et oui, parce que Le Monde l'a présenté comme l'ami de Geoffroy Lejeune, l'ex-journaliste de Valeurs Actuelles. Oui, le directeur de Journalistes Actuels. Directeur de la rédaction du JDD. Eh bien, le chanteur et coach de The Voice dément être l'un de ses proches. Dans ce métier où je croise le tout Paris, dit-il, j'ai pu parler avec des gens du président Hollande au président Sarkozy, en passant par le président Macron. Tous ont une sensibilité, ont la même sensibilité, la musique, mais de là à se dire amis, on va redescendre un peu, voilà comment il recadre. Il le bâche, oui. Il bâche même, oui, on peut y aller. Merci de ne pas me mettre dans vos salades, a-t-il conclu son message. C'est bien, une petite allégorie culinaire pour finir, c'est toujours sympa. Vincent, vous officiez maintenant tous les dimanches sur Sud Radio à 10h, une station que certains considèrent aussi un peu comme conservatrice ou réactionnaire. Toutes ces critiques que vous entendez, comment vous les vivez ? Est-ce que vous en faites fi ? Comme CNews, par exemple, c'est également leur cas. Alors, ça vous passe à côté, vous n'y répondez pas ? Non, ça m'intéresse beaucoup, au contraire, parce que ça dépend de la typologie, évidemment, des auditeurs, et de ceux qui n'écoutent pas et qui en parlent sans connaître. Je dirais qu'on a un spectre de personnalités extrêmement large à Sud Radio. Effectivement, des gens qui sont très ancrés à droite, mais aussi des gens très ancrés à gauche. Et au fond, peut-être qu'on pourrait faire un procès en populisme, parce qu'on donne beaucoup la parole aux auditeurs, et c'est la marque de Sud Radio. Comme RMC le fait aussi. Effectivement. C'est pour ça mais franchement, dire qu'on est de droite, c'est extrêmement réducteur, et ça ne rend pas compte de notre antenne. Il y a un côté réac chez vous quand même ou pas ? À quoi vous êtes réac, Vincent, par exemple, dans la vie ?
À quoi je suis réac? Je dirais au monde digital, dans son ensemble, qui va trop vite et que je comprends mal. Et j'ai très peur, je sais que je me fais pas mal bâcher sur le sujet dans ma famille, parce que j'ai 4 filles et elles sont là pour me recadrer. J'ai très peur que cette intelligence artificielle, à commencer par ChatBot GPT qui va tuer le journalisme, le robot finisse par éliminer l'homme en jugeant qu'il est inapte, trop volatile, incontrôlable, et que si on donne le pouvoir au robot de diriger la planète, j'ai un peu peur pour l'espèce humaine. Ce sera compliqué. Je ne sais pas quand il fera les interviews à notre place, ChatGPT, mais bon, pour l'instant, on est encore là et on y reste. Ouais. On continue ces infos médias, Sarah, avec Gérard Darmon, le comédien qui s'est confié en toute intimité sur sa paternité tardive. Et oui, c'était hier soir, dans 7 à 8 sur TF1, le comédien a évoqué sa fille Léa, née il y a 6 ans, alors qu'il était âgé de 69 ans. C'est un enfant qui est venu du ciel, a-t-il confié à Audrey Crespo-Mara dans le portrait de la semaine, tout en précisant que sa femme a rencontré quelques difficultés pour tomber enceinte. J'espère qu'il n'y aura pas de moquerie à l'école, mais là, maintenant, c'est un vrai kiff de l'avoir poussée, a-t-il encore ajouté. Vincent, vous êtes devenu grand-père, je crois. Oui, il y a un peu de temps. Quel genre de grand-père, père êtes-vous? Alors, d'abord, moi, le commentaire que je veux faire là-dessus, je ne fais aucun procès à Gérard Darmon. Je crois que l'amour peut frapper à tout âge et on peut avoir envie d'enfants très tardivement. Moi, j'ai eu cette grâce d'avoir des filles et j'en suis très heureux. Et maintenant, une petite fille, Olivia, que j'adore. Je pense que le vrai problème, passé un certain âge, ça n'est pas tellement le qu'en dira-t-on, c'est l'énergie qui est nécessaire pour élever un enfant en bas âge. Et je pense que c'est très fatigant, très usant. Donc je souhaite courage à Gérard. Je suis sûr que l'amour, il l'a. Maintenant, l'énergie, il faut la trouver. Et on lui souhaite bon courage, évidemment. On termine ces infos médias, Sarah, avec le chiffre du jour, 1,2 aujourd'hui. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont regardé en moyenne chaque semaine Quelle époque sur France 2 depuis septembre. Un score très satisfaisant pour la chaîne du service public. C'est un record depuis 6 ans pour la case du samedi soir de seconde partie de soirée. Depuis quelques années, les émissions On n'est pas couché puis On est en direct avaient tendance à s'essouffler. On retrouvera donc sans surprise Léa Salamé et sa bande de retour en septembre sur France 2. On vous a connu évidemment dans Village Départ, dans Midi Enfant. Vous êtes resté longtemps sur France Télévisions. Pourquoi avoir quitté ce groupe sur lequel vous aviez l'air bien installé, Vincent? Je crois que j'ai dépassé l'âge prescrit. Non. On vous a mis à la porte? Comment? On vous a mis à la porte ou pas? Oui, enfin la dernière émission que j'avais sur France 3 Paris-Île-de-France, c'est tombé au moment du Covid et je dirais pas qu'on m'a mis à la porte, mais on m'a gentiment poussé vers la sortie. Je crois que pourtant je coche toutes les cases, mais pas les bonnes. Probablement. Et vous faites partie des mâles blancs de plus de 50 ans, c'est ça, dont Delphine Ernotte veut se débarrasser, vous pensez? C'est ça clairement, mais bon, il y a des exceptions, bien entendu, mais bon. Et puis je pense que de toute façon, tout a un temps. Moi, je ne valide plus tellement les options de France Télévisions, Vous sentez plus proche de ce groupe? Vous voulez dire dans le choix des animateurs qui font, c'est ça, ou des formats, dans le choix éditorial, moi j'ai fait toute ma carrière à France Télévisions en télé. Bien sûr. Je suis très content d'avoir fait ce pas de côté qui me permet de regarder avec une certaine distance. Sarah, terminé pour aujourd'hui les news. Aujourd'hui. D'autres scoops dès demain, évidemment. Vous restez bien connectés. On passe à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes avec Vincent Ferniaud. Voilà les Dalton. Manger, c'est voter, c'est le nom de l'émission que vous présentez, Vincent Ferniaud, sur Public Sénat. Je l'ai dit, évidemment, vous partez dans l'Aisne, ce sera vendredi, dans l'émission de vendredi. On a déjà dit tout ce que vous avez mangé, on ne va pas le répéter. Je voulais connaître un peu l'objectif de cette émission. C'est quoi? C'est avant tout faire connaître notre terroir, la cuisine. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en valeur dans cette émission? Il y a deux lectures, en fait. Ouais. La première chose, et vous le comprendrez bien, sur Public Sénat, d'abord, c'est connaître ce qu'est un sénateur ou une sénatrice. Absolument. C'est très important parce qu'on ne les connaît pas, nos sénateurs et sénatrices, pour une bonne raison. Autant les députés sont confrontés au suffrage universel, autant le suffrage qui est indirect, réservé aux sénateurs, eh bien, c'est celui des maires, des conseillers généraux, c'est-à-dire des grands électeurs, en fait, ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc, ils n'ont pas à se révéler au grand public. Ça n'est pas leur intérêt de campagne. Et aujourd'hui, cette émission, je rappelle qu'on est sur le canal 13 de la TNT, qu'on partage avec LCP, la chaîne parlementaire, en bonne intelligence. L'idée, d'abord, c'est de faire connaître les sénateurs. Et qui sont ces gens en rentrant vraiment au plus proche d'eux. Et ensuite, c'est de leur montrer
comme je l'ai fait à Midi en France pendant près de 10 ans, leur montrer leur terroir, leur coin de France, avec l'œil de l'extérieur aussi, et du spécialiste évidemment d'agriculture et de produits agricoles, puisqu'on est le plus souvent chez des producteurs, des éleveurs et des transformateurs. Ouais, et d'ailleurs, les éleveurs dans votre émission, les éleveurs, les producteurs témoignent de leur quotidien difficile, notamment face Évidemment. aux grands groupes industriels. Ils ont aussi des questionnements sur la manière de transmettre à leurs enfants qui souvent s'éloignent de ce métier-là. Comment on peut sauver nos paysans, Vincent Ferniaud ? Voilà. Sauver les paysans, c'est très compliqué, parce qu'en fait, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume. Il faut nourrir la planète, et donc on a besoin de produire. Et ceux qui pensent qu'on peut faire tout bio, tout vertueux, tout local, je dirais que c'est souvent les bobos en centre urbain qui n'ont pas cette vision du monde paysan qui a besoin de travailler et de produire pour le plus grand nombre. Je crois qu'il faut simplement trouver une voie du milieu, et ça manque souvent en France. Vous savez, on a ce Entre travers, le local et l'industrialisation totale. Oui, et puis d'osciller toujours entre les extrêmes. Ouais. Or, en agriculture, qui est quand même, je le rappelle, un monde qui nous nourrit chaque jour. Et nous nourrir, c'est le premier besoin. Nous nourrir, nous abreuver. Bon, heureusement qu'il y a de l'eau aussi. Mais en tout cas, c'est très difficile de trouver une progression. Alors, ces agriculteurs, ces paysans, pour certains, ils ont souvent suivi les dictates de la politique agricole commune, et avant elle, évidemment, des plans agricoles qui étaient mis en place, aveuglément. Je dirais, parce que ça venait comme ça de Bruxelles et que c'était la PAC et tout le monde avait confiance en la PAC. Ouais. Et ils appliquaient. Aujourd'hui, évidemment, il y a quand même beaucoup de prise de conscience de chacun devant la situation extrêmement difficile. C'est une profession qui est souvent extrêmement sinistrée. Certains s'en tirent bien, on essaye de les mettre en valeur pour donner l'exemple à ceux qui sont des primo-accédants, parce que, évidemment, quand on hérite d'une exploitation agricole, c'est très différent de lorsqu'on a cette vocation, même tardive, venant de différents milieux, tout d'un coup de ce retour à la terre, qui a souvent été fait un peu à tort et à travers. Ils ont les outils, pas toujours adaptés, et en définitive, le sénateur ou la sénatrice, au milieu de tout ça, est d'abord le porte-voix de ce monde agricole, parce qu'ils sont des gens de terrain qui montent à Paris et qui expriment, qui votent les lois, évidemment, et qui ont un mot à dire, mais surtout, ça reste, même s'ils ne sont plus maires, du cumul des mandats, ce qui est une connerie à mon avis, parce que quand on a un ancrage local très fort, c'est pas mal d'être sénateur-maire, mais enfin, peu importe, ils sont souvent passés par la mairie, eh bien, ils ont cette proximité, c'est-à-dire ce sont les gens que les paysans viennent voir, vers qui ils se tournent en premier pour demander de l'aide, souvent. Vous rencontrez aussi un maraîcher bio dans cette émission, oui. D'où ma question. Le bio, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en êtes un consommateur, Vincent. On a l'impression qu'en ce moment, il y a un peu un désamour. Alors, il y a l'inflation, certes, qui n'arrange pas. Mais le bio, aujourd'hui, en France, on en est où ? Le bio, ça a d'abord été une posture politique, qui était de prendre conscience du mal qu'on faisait à la planète, et notamment en agriculture, par les intrants, par tout ce que l'on utilisait, les pesticides, etc. Ensuite, c'est devenu un vrai phénomène de consommation, parce que les gens se sont dit, d'abord, on veut se faire du bien à la santé. Phénomène marketing, à un moment, on n'entendait plus parler que de ça. Exactement, mais à juste titre. Oui. Parce que le bio, bien sûr, c'est marketé, mais à l'origine, ce n'est que retourner à une certaine agriculture comme on la faisait il y a 100 ans, où on ne savait même pas qu'il y avait des pesticides et des engrais chimiques que l'on pouvait acheter à des grandes compagnies, des grands groupes. Donc le bio, oui, bien sûr que c'est bien, mais pas seulement. Je veux dire, par exemple, moi, dans ma consommation, c'est vrai que si j'ai l'alternative, si je peux choisir entre bio et conventionnel, je vais choisir le bio. Si gustativement, c'est vous y retrouvez, bien sûr. Parce que parfois, le bio, c'est cueilli avant date, parce qu'il n'y a pas de conservateur, parce qu'on ne pourra pas... on va cueillir, par exemple, un abricot qui est encore vert, il ne mûrira jamais. Si à côté, vous avez des abricots conventionnels qui sont à parfaite maturité, etc., je suis désolé, moi, le goût prime. Ouais, le goût prime. Sur la santé. Et comme je dis à ma femme, qui m'engueule parfois quand je mange une pomme non bio en croquant dans la peau, qui, on le sait, est très chargée, je dis, écoute, vaut mieux manger des légumes, serait-il conventionnel, que manger que de la viande bio. Ouais. Et un mot sur le nom de votre émission, Manger, c'est voter. Ouais. Croyez-vous à l'adage « Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai pour qui vous votez » Est-ce que c'est un lien ou pas ? D'abord, je crois à l'adage « On est ce qu'on mange ».
Ouais. Parce que c'est quelque chose qui rentre en nous plusieurs fois par jour. Donc on est constitué de ce qu'on mange. Et ensuite, effectivement, selon son... on va dire sa typologie de consommation, la façon dont on cuisine ou pas, je dirais aussi le régionalisme, hein, parce que évidemment on est attaché à certaines valeurs. Dans un monde où je dirais que le multiculturalisme est maintenant la loi, les gens sont très attachés à leur coin de terre, leur coin de terroir, et notamment au travers de la cuisine, qui est un marqueur fort hein, d'une appartenance à un territoire. Voilà. Alors, à travers tout ça, on dit pour qui on vote, parce que pour qui on vote, c'est qui on est en fait. Hein, ce n'est que le miroir de notre propre âme, la personne pour qui on vote. C'est d'ailleurs la difficulté au moment des présidentielles, quand on n'a plus personne qui nous plaît, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut s'identifier, c'est la difficulté. Heureusement que pour les sénateurs, on ne vote pas vraiment. Non, mais quand on pas mange, nous directement. on vote. Mais c'est devenu politique, manger, la nourriture, avec le bio, avec le vegan, hein, notamment. ça, Qu'est-ce que tu fais, Nicolas. C'est incroyable. Ouais. Moi, je le dis souvent, et notamment à mes filles, parce que je vois leurs copains, leurs copines autour, certains sont tentés par le véganisme. Le végan, ça n'a rien à voir avec un régime alimentaire. C'est une posture politique. C'est en fait tout simple. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ou de moi, quand goût j'étais aussi, jeune, d'éthique, non? De dire je ne veux pas manger d'animaux, ça peut être ça. Mais, oui, mais le végétarisme suffirait. Je dirais c'est presque le bras armé politique des végétariens. Et l'antispécisme en est encore une émanation encore plus radicale. Mais le véganisme, c'est simplement le message de nos enfants et petits-enfants pour nous dire vous avez foutu la planète en l'air, je ne mange pas comme vous, quoi. Stop. Voilà, toutes les dérives. Le problème, c'est qu'on est des êtres de chair et d'émotion. Et que si on doit se nourrir sans émotion, sans y prendre plaisir, moi je pense que la vie perd de son sel. Sans doute, oui. Et on sait que les politiques ont un bon coup de fourchette, hein, Oui. notamment les Ah bah sénateurs. oui. Surtout les sénateurs, ils sont connus pour Est-ce ça. que la réalité correspond au mythe? Vous en avez déjà été témoin. Alors on pense Allez-y, au hasard, hein, Gérard Larcher, qui est connu pour... Il a bien minci, hein. Pour ses bons il a repas. minci. Ah ouais, je ne l'ai pas vu récemment. Il a perdu. Il fait gaffe, hein, il fait gaffe comme tout le monde. Alors, c'est souvent une légende entretenue. Bon, c'est vrai qu'il... Un repas de sénateur, c'est quand même connu. Hein. Oui, mais on pense à la Troisième République, hein, au Ratsoc et ses grands banquets, etc. Bon, aujourd'hui, la réalité a un peu rattrapé les sénateurs, mais il y a quand même une chose très, très précieuse au Sénat, à laquelle peu de gens ont accès, c'est la cuisine de la présidence du Sénat. Aujourd'hui, c'est Fabrice Deving qui en est chef. Fabrice Deving est parti à l'Élysée. Il y a un échange, en fait, dans les grands corps constitués, des grands mofs cuisiniers qui voyagent... Qui viennent à la cuisine du Sénat au Luxembourg. Absolument. Ouais. La présidence du Sénat est connue comme étant une table exceptionnelle. Mais la cantine du Sénat... Ça va. Ouais, vous avez essayé, ça va, Oui, c'est basique. Ça va, c'est pas fou. C'est pas un étoilé, quoi. Ah non, c'est pas un étoilé, mais c'est mieux que la cantine moyenne. Hein. Oui. Alors, je voudrais aussi avoir votre opinion sur la cuisine, effectivement, à la télévision de manière générale. Alors, on connaît toutes les émissions dites classiques de recettes, comme Petit plan d'équilibre sur TF1, avec Laurent Mariotte, ou Cuisine ouverte avec Maureen Sacco, maintenant sur France 3, qui est très bien aussi. Mais évidemment, il y a une chaîne qui domine un peu le marché, c'est M6, qui a des dizaines et des dizaines de concepts différents, dont notamment Top Chef, hein, aujourd'hui la plus célèbre émission télé de toutes. Vous aimez ce genre de format en compétition, avec une énorme production, des grands moyens? Vous regardez ou pas? C'est pas mon truc. Non? Très honnêtement, hein, je regarde d'un œil un peu distrait. Mais pourquoi c'est pas mon truc? Parce que ça n'a rien à voir avec la cuisine pour moi. Bah souvent, c'est un tremplin et ça représente presque un concours d'entrée dans le métier. Je suis d'accord, mais vous savez ce que disent tous les grands chefs qui ont des jeunes chefs, des seconds qui arrivent dans leur cuisine, ils veulent tous être chefs avant d'être cuisiniers. C'est-à-dire que c'est un peu un miroir aux alouettes. On ne donne pas les clés de la réalité du métier de cuisinier dans ces émissions. On fait rêver. En général, les gens sont des seconds souvent, ou des gens déjà un peu avancés quand même. Hein. C'est des professionnels, on va dire, Top Chef. Oui, pas mais des moi amateurs. je parle de ceux qui regardent et qui vont faire leur apprentissage après en cuisine. Je ne parle pas de ceux qui y passent. Ouais, vous avez peur qu'ils sautent une étape, c'est ça? Moi, je reconnais qu'il y a des talents exceptionnels. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux, en gros, c'est ça. Ça n'est que ça, et puis c'est scénarisé, vous le savez bien. Je veux dire, c'est pas la Vous pensez pas qu'ils font le plat en 2 heures
exactement que c'est impossible? Ah, sur le Avec les timing, chronos. je Non, ne sur dis le pas. timing, oui. Mais ils ont prévu que- en avance leurs recettes, c'est ça? Ah, c'est une émission qui est extrêmement bien rodée, Ouais. avec une production extrêmement attentive à tous les points qui font des points d'audimat. Donc je pense, voilà. Et puis, même les chefs, hein, le jury, jouent des rôles. C'est pas vrai. Quand on les connaît, ce sont pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment. Philippe on pousse- Etchebest, il n'est pas comme ça? Oh, il est assez brut de décoffrage, non? Moi, je pense qu'il est devenu son personnage. Ah oui? Voilà. Comme celui de Cauchemar en cuisine, c'est-à-dire un peu... ouais. Oui, parce qu'on lui demande d'être un petit peu Brut de rough, décoffrage. vraiment un peu brut, alors que je pense que c'est quelqu'un de sensible et qui le masque un peu. Voilà. Mais bon, c'est pour les biens de la production, sans doute. Et on vous a déjà proposé d'intégrer un jury. On l'a vu récemment avec le critique gastronomique François-Régis Gaudry, Ouais. qui participe Oui, qui est dans de temps Top en Chef, temps d'ailleurs, ouais. à Top Ouais, Chef, ouais, pour la guerre des Mhm. restos notamment. Est-ce que vous, on vous a déjà fait la proposition? On m'en a parlé. Ouais. Et M6, justement, ou pas? Non, vous pouvez pas le dire? Je vous dirai pas. D'accord. Mais vous avez dit non, visiblement. Je sais pas. En tout cas, ça a chopé. C'était peut-être pas le bon moment. Voilà. Mais vous serez partant, vous n'avez rien contre ce type d'expérience, c'est-à-dire être jury, juger les autres sur la cuisine, etc. C'est Alors, quelque chose qui vous C'est intéresse? intéressant ce que vous dites, Nicolas, parce que souvent les gens me disent, enfin qui me connaissent pas ou simplement parce que me disent critique gastronomique. Je dis stop. Moi, je ne fais pas le métier de critique gastronomique. Je n'ai jamais noté les restaurants. Je suis journaliste gastronomique, c'est-à-dire que je parle de ce que j'aime, les bons produits, les restaurants éventuellement, etc. Mais noter est une tâche difficile. Je le fais beaucoup dans des jurés, Ouais. parce que les jurys, voilà, il y a besoin de concours tout le temps. J'aime pas tellement identifier le meilleur par rapport au moins bon, parce que je trouve souvent que c'est assez injuste de juger rapidement. Donc l'exercice en tant que tel ne me gêne pas. Après, c'est le contexte. Et savoir si on a vraiment la liberté de jugement ou si on a une oreillette avec une directrice de prod qui vous dit non, choisis l'autre plat. D'accord, ouais, ça vous intéresse pas. Ça existe, vous savez? Vous pensez que ça existe? Ah, je pense que ça existe. Ouais. Qu'on Ouais, favorise certains candidats. Je Parce que pense vraiment, on déguste à l'aveugle. Hein, voilà. Mhm. C'est ce qui est montré au public, en tout cas. Vous pensez que ça se passe différemment? J'ai pas de C'est preuves. Donc, Il n'y a pas de preuve. C'est la vie de- Des soupçons. Et comment est née votre passion pour la cuisine, Vincent Ferniaud? Et quel est votre premier souvenir lié à la chair, votre souvenir d'enfance? En fait, on peut dire une sorte d'atavisme, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout de formation cuisinier. Hein. J'ai fait les arts déco à Paris, je me destinais au graphisme et à la photo. Mais il se trouve que mon père était journaliste, à la fois politique et gastronomique. Jean Ferniaud. Oui, Ferniaud, absolument. absolument. Oui. Votre maman aussi était hein journaliste, d'ailleurs. Oui. Votre maman aussi Christiane était Ferniaud. journaliste. toujours- Ouais. Oui, absolument, qui est toujours de ce monde et que j'embrasse, Christiane Collange, effectivement. Donc, en fait, moi, j'ai vécu... mon père était RTL, ma mère à Europe 1, et je passais de la rue Bayard à la rue François 1er en culotte C'était pas courte. loin. Ouais, c'est vrai, c'est un peu plus loin aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, c'est excentré. C'est un peu plus éloigné, mais... Toujours est-il que voilà, j'avais cette fibre journalistique et je n'en voulais pas. Et mon père était au Club des 100, journaliste gastronomique, il a été rédacteur en chef cuisine et vin de France. Donc la bouffe est vraiment dans la famille. Mais pour moi, c'était non. Et puis un jour, ma mère m'a dit... j'avais un bar à vin à l'époque, enfin je gérais un bar à vin rue de la Roquette, et ma mère, qui était à Télématin, chroniqueuse, me dit « Il cherche quelqu'un pour parler de bouffe à Télématin, tu devrais y aller ». Je dis « Mais maman, c'est pas du tout mon métier ». Enfin, elle me dit « Oui, mais t'aimes bien la bouffe, et puis je pense que devant les caméras, ça devrait aller ». Donc j'y suis rentré, je suis resté 17 ans, et puis après, voilà. Et vous avez déjà souffert d'être un fils d'eux? Honnêtement, non, parce que d'abord, je suis très fier du parcours de mes parents. C'est un parcours très familial, hein, parce que ma mère... Mais pour le vôtre, ça a été plus un handicap ou un avantage, au final? Moi, Ouais, plutôt un avantage. je dirais plutôt un avantage. Les bons côtés, ouais. J'ai regretté que mon père, mais il a bien fait, ne m'ait pas permis des rendez-vous, ouvert son carnet d'adresses pour que je rencontre peut-être des gens. J'aurais bien aimé être un peu pistonné quand j'avais 25 ans, quoi. Mais aujourd'hui, je trouve que je suis assez fier de ne pas l'avoir été. Merci Vincent Ferniaud. Vous restez avec nous pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Allez, le cheval.
Pour le meilleur et pour le pire, c'est le moment de faire un peu le bilan, évidemment. Je vais vous demander en quelques mots, rapidement, si vous avez un meilleur souvenir de votre carrière. Est-ce qu'il y a un moment fort, extraordinaire, comme ça, de votre carrière? Alors, j'en ai un joyeux et un triste. Oui, allez-y, il y avait le pire, c'était ma question suivante. Vous faites les deux. En même temps. C'est le titre de la rubrique, ça tombe bien. Alors, je dirais pas que c'est le pire, mais enfin, on va commencer par le meilleur. Le meilleur, c'est vraiment les fous rires. Parce que je crois qu'il n'y a rien de meilleur dans le direct. D'abord, je suis quelqu'un du direct, j'adore le direct, et quand je peux, je fais des émissions en direct, parce que je trouve qu'il y a un côté impromptu qui me plaît énormément. J'ai un souvenir à Midi en France, où on était en altitude, je crois que c'était à Valfréjus, bon, peu importe, et il faisait près de moins 20, moins 19, moins 20 sur le plateau. Et je devais faire la cuisine. Pour vous dire, j'ai cassé un œuf, il est resté fiché. Et après, on avait des truites, je me souviens, et elles étaient dures comme du bois. Et on avait je m'étais enfoncé dans la neige jusque-là, comme un bonhomme de neige. Ça, c'est grand souvenir. C'est des super souvenirs, en général climatologiques, autour de Midi en France, et puis plein d'autres souvenirs. Et peut-être le souvenir le plus pénible, parce que c'est revenu là sur Instagram cette semaine, j'ai fait la dernière émission avec Jean-Pierre Coff, que j'avais invité à Blois, à Midi en France. C'était sa dernière apparition, c'est ça? Sa dernière apparition télévisuelle. Et donc, quand je prends le recul de regarder ça, à la fois ça me touche énormément, j'ai l'impression d'avoir peut-être le passage de témoin. Merci Vincent Ferrand. En tout cas, on arrive au bout de l'émission, Sarah. Merci. Je rappelle vraiment le titre de votre émission, Manger, c'est voter. Le prochain numéro, c'est vendredi 30 juin. C'est sur la chaîne publique, LCP. On vous retrouve également tous les dimanches à 10h. On n'oublie pas, c'est sur Sud Radio. Et sur la plateforme publicsena.fr. Absolument. Et nous, Sarah, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau Buzz TV. Demain, Jérémy Michalak et Lucie Carrasco seront à votre place. Ils nous parleront de leur voyage au Brésil. Non, en Californie, pardon. En Californie, ça fait. Le Brésil, c'était l'an passé. Ils vont partout, Jérémy et Lucie. Restez avec nous et soyez avec nous demain, vous allez voir. Ils sont absolument passionnants et très drôles. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Ouais, le Brésil, c'était l'année dernière.